à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Fa'a to the Top. Alors aujourd'hui avec nous Viri Taimana, Viri Yorana. Alors nous sommes très contents de t'accueillir aujourd'hui. Je vois que tu as l'œil qui observe le moindre recoin de notre studio. Tu te demandes, tiens, comment ça a été tressé? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre là? Est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose là? On sent tout de suite l'œil de l'artisan, l'œil de l'artiste qui se pose sur les objets qui l'entourent. Effectivement, l'œil qui a été affûté pendant tant d'années à observer ce que les autres ne pourront pas voir. Mais analyser l'espace, voilà. Alors, Vili, très très content de t'avoir parmi nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cette émission commence toujours un peu de la même manière. Je pose la question suivante à nos invités. Quel est le lien qui t'unit à notre commune de Fa'a? Est-ce que tu es né ici, grandi ici, passé une partie de ta vie ici? Voilà, qu'est-ce qui fait quelque part de toi un Tamari Fa'a? Mais en fait, je suis né au Tuamotu et mes parents, dans un souci de nous scolariser avec mes frères et sœurs, sont venus s'installer à Tahiti. Ma mère voulait ne pas aller dans sa famille et trouver un lieu pour elle et ses enfants. Alors on s'est retrouvés dans les quartiers sociaux de Teroma, la première construction où... il y avait encore rien, juste une route qui monte là-haut, et assez désert en plus. Et on a grandi là, jusqu'à ce que je parte étudier en France. D'accord. Alors, en fait, une enfance, on va dire vraiment précaire n'est pas le bon mot, mais une enfance modeste, dans une famille modeste. Mm-hmm. Et donc, à l'époque, quels sont les loisirs pour un jeune enfant qui débarque, qui grandit ici à Fa'a, spécialement à Teroma? C'est un peu haut, on n'a pas forcément les moyens de locomotion. Enfin, que faisait l'enfant Viri Taimana à l'époque? Mais avec ceux du quartier, on descendait dans les vallées qui est juste plus bas, et on remontait les cours d'eau. Il y avait j'espère qu'il y a toujours les manguiers. On allait cueillir les mangues et on remontait à la maison où on descendait jusqu'à Vaitupa pour aller à la mer et on remontait jusqu'à Teroma. Voilà à peu près les activités. Alors, la scolarité, le primaire, tu fais où J'avais commencé à Titioro, parce qu'on était dans la famille là-bas. Et ensuite, on est venu à Teroma, mais j'étais scolarisé au collège. C'était pas encore c'était le collège de Fa'a. C'était pas encore le collège Henri Hiro. D'accord. Ensuite, collège de Fa'a, et après lycée professionnel de Fa'a, et ensuite lycée Gauguin, et jusqu'au baccalauréat et partir en France. On connaît tous, enfin du moins après cette émission, tout le monde connaîtra ton parcours. On sait que tu es artiste, on va dire de formation et de passion. Raconte-nous un peu comment est née cette vocation, si je puis dire. Est-ce que c'est quelque chose qui était déjà dans ta famille, dans la tradition familiale, ce goût pour l'art, pour l'artisanat d'art, pour ce type de réalisation culturelle, ou est-ce que ça t'est venu en cours de route ou après une rencontre? Raconte-nous tout ça. Non, étant donné qu'on est des Tuamotu, il y a eu un moment où on a eu un gros livre que j'ai toujours conservé. C'était sur l'art médiéval. Et dans ce livre, c'était un des tomes de Larousse. Donc toutes les illustrations étaient en noir et blanc. Et il y avait toutes ces sculptures du Moyen-Âge. Une grande partie, c'était l'art religieux. Et toute une période que je passais au Tuamotu était plongée dans ces livres. Les fresques, les tapis, les sculptures en ronde-bosse, les termes, j'essayais de comprendre tous ces termes. Et après, en revenant, je fais la rencontre d'une femme, prof d'art plastique, et qui me raconte
Là, tu es l'art visuel. toujours au Tuamotu, alors. Non, en revenant ici à l'école, okay. C'était au lycée professionnel de Fara. Pourquoi j'ai été du collège au lycée professionnel? Parce que je trouvais l'école ennuyeuse. Et on m'a mis au collège dans une section plomberie. Mais en fait, je pense qu'en allant là-bas, j'ai fait la connaissance de cette enseignante d'art plastique qui m'a expliqué que les arts visuels, ce n'est pas que mettre de la couleur. Derrière ça, il y a du sens. Derrière ça, il y a de la poésie, il y a de la littérature, il y a tout un univers. Et cet univers, c'est le langage des arts visuels. Donc, je rapprochais ça à ce livre que j'avais parcouru au Tuamotu. Et j'ai dit, tiens, c'est intéressant, je ne connais pas du tout. Tous les jours, je me rendais dans sa classe, j'avais, même en dehors des cours que j'avais avec elle, pour parler d'art visuel. Donc elle m'a dit, il y a un endroit où on pratique les arts visuels, c'est les beaux-arts. Mais pour arriver là, il faut décrocher son baccalauréat. Ah ok, c'était un peu embêtant, j'étais dans un lycée professionnel, il dit, mais c'est pas grave. Avec beaucoup de volonté, beaucoup d'envie, on peut y arriver. Ah ok, d'accord. Je dis ok. Je vais essayer d'y arriver alors. Elle dit, et elle me montre un tas de livres. Elle dit, si tu veux y arriver, j'ai préparé pour toi un tas de livres sur plusieurs choses. Sur la littérature, sur l'histoire de l'art. Voilà. Ce tas de livres est pour toi si tu veux y arriver. Sinon, tu peux le laisser là. Et je lui ai dit, je suis obligé de tout lire. Elle me fait, oui, si tu veux y arriver, tu es obligé de tout lire. Et je lui ai fait, je ne sais pas si je vais y arriver. Elle me fait, oublie alors, oublie. Oublie les beaux-arts, oublie, je t'ai rien dit. Et quand même, ça m'a tenté. Je me dis, je ne connais pas cet univers-là, j'aimerais bien le connaître. Mais donc, s'il faut passer par là, je vais passer par là. Et j'emprunte un livre, et un autre, et un autre. Et au fil des mois, j'avais tout lu. Et elle me fait, tu es prêt pour reprendre tes études seconde, première, terminale. Et je suis parti en France, passer le concours pour entrer dans une école d'art. Et entre-temps, je peignais, je m'intéressais à la culture polynésienne, aux poèmes de Henri Hiro. J'allais voir Raymond Graff pour mettre le feu à son Muhumuti. J'étais dans le groupe de Heguranui. Ah oui, donc un éveil culturel en même temps qu'un réveil intellectuel suscité par cette enseignante. Voilà, effectivement. Et en quittant la Polynésie, j'avais j'étais rempli d'éléments culturels polynésiens. Et je pouvais, pour un moment, quitter la Polynésie pour aller découvrir d'autres cultures. Et avec cette distance, par rapport à la Polynésie, se poser les vraies questions. Et pendant les 13 années où j'ai quitté la Polynésie, ça m'a permis d'approfondir mes connaissances dans le langage plastique, de connaître les enseignants, des penseurs qui écrivent dans Le Monde, dans Art Press et tout ça, d'aller en Italie, revoir des techniques utilisées d'autrefois, toujours en rapport avec ce fameux livre. Absorber le maximum d'informations, le maximum d'éléments pouvant être après restitués aux futurs artistes polynésiens. C'était après des envies que j'avais, c'est prendre le maximum pour que d'autres, ceux qui ne peuvent pas se déplacer, puissent avoir directement en Polynésie. Donc tu intègres une école des beaux-arts, oui. Laquelle, celle de Toulon, école supérieure, c'était l'école des beaux-arts de Toulon d'abord, qui est devenue par la suite, après réforme, pour être alignée sur les diplômes européens, est devenue après école supérieure d'art de Toulon, Provence, Méditerranée.
Donc j'avais fait mes 3 années dans cet établissement. Ensuite, j'ai voulu poursuivre, mais en me spécialisant dans arts et sciences. Donc c'était assez pas traditionnel, l'école de Toulon, mais c'était peinture, dessin, même s'il y avait une notion beaucoup plus conceptuelle. Mais on était sur des fondamentaux. Et lorsque j'ai décidé de changer d'école, c'est basculer complètement dans les nouvelles technologies. Robotique, pour mon diplôme de 5e année, c'était la représentation d'une sculpture virtuelle, mais installée dans un espace réel. Ensuite, c'était 3 robots qui dessinaient à ma place. Une collaboration avec des chercheurs venus d'un peu partout, par exemple, une partie de ce travail a été menée avec le MIT, une autre partie avec des chercheurs du CNRS en robotique, une autre partie c'était avec des ingénieurs russes. Donc à chaque fois cette discussion, cette rencontre pour arriver à construire quelque chose qui tient la route. Mais après, on s'est un peu révolté dans le sens où, bon, les nouvelles technologies, la robotique au service de l'art, c'est très bien, mais une fois sorti, va te monter un labo qui coûte une fortune, va programmer rien que les puces à programmer, s'il te faut un tas de matériel, là, c'est pas impossible. On s'est pas révolté, on a posé, il y a eu un questionnement. Oui, mais l'établissement tout entier, les étudiants ont stoppé tous les cours et on s'est mis à l'auditorium pour poser les vraies questions. Ok, l'ouverture aux nouvelles technologies, la société n'est pas prête. Où est-ce les aides, ils sont où Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le marché d'écoulement de toutes ces pièces des choses comme ça. Et donc, tu passes 13 ans en métropole, tu en profites pour rayonner un peu sur l'Europe. Parce on sait que quand on est en métropole, c'est le point parfait pour. Et entre-temps, je faisais du théâtre. Du théâtre. Oui, entre-temps, je faisais du théâtre pendant mes vacances. Je partais à Paris pour... Mais en fait, le théâtre a commencé au lycée Gauguin, où, tout en m'intéressant aux poèmes de Henri Hiro, et après à d'autres, une autre rencontre avec Jean Venant, qui était professeur d'art plastique aussi, que j'avais eu en seconde, et qui avait fait 20 ans de théâtre. Et pareil, il me parle de théâtre. C'est OK. Et je m'enferme dans la bibliothèque du lycée et je commence à aller dans le rayon théâtre. Donc Shakespeare, toute la série. Et je tombe sur théâtre de l'absurde, des choses comme ça, très intéressant, passionnant. Et je me lance un défi. Je prends un livre au hasard et je l'adapte en Polynésie. Donc je prends La Nuit des Rois de Shakespeare et j'adapte en Polynésie quand j'étais pas ce qui est le plus facile. Hein. Non. La Nuit des Rois. Oui. Non, oui. Et on le met en scène. Et cet enseignant, Jean Venant, met en scène ce que j'avais adapté. Donc il m'a dit, ok, ça fonctionne très bien, l'intrigue est là, il y a pas de souci. Le roi devient le gouverneur de la Polynésie. Une transposition locale. Oui, une transposition locale. Et tous ceux qui étaient avec moi au lycée, une fois qu'on était jusqu'au baccalauréat, tout le monde partait en France. Et moi aussi je partais, on était un peu partout en France, mais une grande partie à Paris. Et eux, on continuait à faire du théâtre. Et tous les vacances, je partais à Paris pour faire du théâtre avec eux, à rencontrer des metteurs en scène qui ont travaillé avec Peter Brook et d'autres, à jouer pour sauver un cinéma. On faisait une pièce dedans, on jouait dans le métro et il y a certains qui présentaient aussi leur spectacle, nous donnaient des billets d'invitation pour voir leur spectacle. C'était très passionnant. Sacrée aventure. Oui, passionnant. Alors, vient le temps du retour au Fénois.
Oui. Comment ça se passe? Aujourd'hui, tu es directeur du Centre des métiers d'art, mais est-ce que tu es revenu spécialement pour ça? Est-ce que ça s'est fait de manière aisée? Est-ce que tu as bourlingué avant de devenir directeur du Centre des métiers d'art? Comment tout ça s'est passé? Non, ça a été... en fait, j'avais déjà écrit auparavant, c'était Louise Pelzer, qui était ministre de la Culture, pour demander, une fois que j'étais diplômé, dernière année, à l'issue de la 5e année, en 98, c'était. Donc je demande à rentrer en Polynésie et j'envoie un courrier à la ministre de la Culture pour lui dire, voilà, je suis diplômé, j'aimerais bien travailler quelque part dans la culture. Elle m'envoie un courrier en me disant, il n'y a pas de travail, restez là où vous êtes. Très motivant. Ça m'a motivé. Et je me suis dit, peut-être que c'est pas le moment, il faut continuer à travailler. Et c'était aussi la période où je m'étais déplacé pour aller directement au Centre des métiers d'art pour leur dire, voilà, je suis diplômé, mais j'ai quand même de l'expérience, j'aimerais bien travailler au Centre des métiers d'art. Donc on m'a dit, oui, pas de souci, on vous contacte, et rien. Ok. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais retourner en France, je m'inscris à la fac et je vais essayer de faire un doctorat en art plastique ou histoire de l'art. Et apprenant que j'étais retourné en métropole, le nouveau directeur qui venait d'être nommé aux Beaux-Arts de Toulon, m'appelle, me demande de venir enseigner parce qu'il veut refondre son équipe, remettre les choses. Et je passe 8 ans dans cet établissement. Le Taoui a permis que je revienne, puisque c'était en 2004. Donc j'apprends le Taoui, une révolution sociétale. Ouais, en Polynésie. Tout le monde se pose la question de c'est quoi ce truc? Surtout ceux qui sont loin d'ici. Et je suis ça, et le président Temaru se déplace à Paris et je vais le voir. On s'était déjà rencontré avant que je parte, puisqu'il m'avait aidé à un moment donné, en m'achetant une peinture pour que je puisse m'installer et commencer à être dans cette vie étudiante en France. Et on s'était revus quelques années après, il s'en est rappelé. Et commence la discussion, j'aimerais bien revenir. Mais c'était pas facile, le changement de gouvernement qui s'est produit après n'a pas permis de mettre ça en place. Et en 2005, on se met d'accord, puisqu'il revient au pouvoir, pour pouvoir revenir en Polynésie. Et ça ne s'est fait qu'en 2006. Puisque mon dernier retour en Polynésie, c'était en 2005, pour voir si vraiment je peux revenir en Polynésie. Mais sinon, c'était le retour. Je m'étais dit, c'est la dernière fois que je retourne en Polynésie. Si ça ne marche pas, je ne retournerai plus jamais en Polynésie. Donc 2005, c'était au mois de décembre, j'étais revenu pour la dernière tentative. Et il me fait, on trouvera un moyen. Et je repars en me disant, voilà, c'était la dernière tentative. Je vais continuer en métropole. Et en février, on m'envoie un courrier. Le président m'envoie un courrier me disant, ok, tu peux revenir, voilà le contrat. Enfin, je reviens, je prépare. Au mois de mars, j'étais là et on m'avait mis au Centre des métiers d'art pour travailler avec, à l'époque, William Elacotte sur comment redresser le Centre des métiers d'art pour qu'elle puisse former les meilleurs élèves de la Polynésie dans les arts visuels. C'était ça à peu près la ligne directrice de la présidence, du président. Et comme on n'arrivait pas à s'entendre sur les moyens employés, moyens humains, moyens financiers, donc il a pris en charge, il a été nommé chef de service de l'artisanat et j'ai été nommé directeur du Centre des métiers d'art. Et en me disant, on t'a mis directeur du Centre des métiers d'art, là tu te débrouilles.
C'est une phrase qu'on entend souvent. Oui. Ne compte pas sur nous. Fais ce que tu as à faire. Il n'y a pas de souci. Je sais ce que j'ai été formé pour ça. Il n'y a pas de souci. D'accord. Voilà. On a vu depuis une évolution notable à la fois pas simplement de l'image, mais réellement de ce qu'est le Centre des métiers d'art. D'un établissement qui avait un côté un peu désuet, renfermé sur lui-même, on a aujourd'hui quelque chose qui est très dynamique, avec un certain nombre d'expositions, les travaux des élèves, une communication qui a beaucoup évolué, et puis également une ouverture sur le monde qui nous entoure. Et ça, on imagine bien que c'est la patte de la direction qui fait ça. Oui, tout à fait. Effectivement, il y avait cette notion de... Effectivement, il y avait un refermement, repli sur soi, et il fallait absolument montrer à ces jeunes, pas tant aux autres, mais à ces jeunes qui, d'une part, sont perte de repères, et en même temps, c'est la dernière chance qu'ils ont d'être dans une formation pour faire quelque chose. Et mais il y a la part d'un apaisement, je vais appeler ça apaisement culturel, au lieu de dire recherche identitaire. Apaisement culturel pour leur dire, mais en fait, c'est pas un phénomène isolé. Dans d'autres pays, c'est la même chose. Mais par contre, eux ont su se réveiller et proposer des choses pour qu'on puisse, que d'autres comme vous les imitiez. Là, vous prenez des t-shirts très américains, mais eux ont basé toute leur stratégie sur la communication, sur plusieurs choses qu'on va aborder au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc, ces élèves, avant, c'était... ils ne parlaient pas. C'était, comme pour certains, c'est plus des onomatopées qu'une réelle communication. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils sont bavards. Il faut juste les réorienter pour qu'ils mettent bien leurs idées en place. Là, on avait lancé, le prof d'art d'histoire et culture polynésienne a lancé une dissertation pour recueillir un peu le niveau de chacun sur qu'est-ce qui les amène à coordonner leurs idées et où est-ce qu'ils en sont par rapport aux cours qui ont été donnés. C'est pas mal du tout. Le raisonnement commence à tenir la route. On commence à avoir des choses remarquables, pertinentes, pas compliquées du tout, simples. On a fait un grand effort là-dessus, c'est pas mal du tout. On arrive malheureusement au terme de notre émission, le temps passe très très vite. Pour conclure, quel message tu pourrais adresser à un jeune, qui soit de Faa ou qui soit d'ailleurs dans notre Fénois, alors un jeune qui n'a pas eu comme toi peut-être la chance de tomber sur ce gros bouquin, qui est un peu la pierre d'angle de l'édifice que tu es aujourd'hui. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui se dit j'aime ma culture, j'aime faire des choses de mes mains, y réfléchir avant, peut-être laisser le rêve s'emparer de moi pour créer ensuite de la matière, mais est-ce que je vais pouvoir en faire autre chose qu'un hobby? Qu'est-ce que tu dirais à ce jeune, toi? Qu'il faut avoir de l'audace. Il faut considérer, j'ai toujours considéré, et il faut que chacun se l'approprie, que ce temps était le mien. Mes élèves, je leur dis, ce temps est le vôtre. Ne le perdez pas, ne le gaspillez pas. Parce que ça va vite. Et considérez que tout est possible. Allez voir des expos. Allez avec vos tableaux, comme j'ai fait à la mairie de Faa. Vous voulez pas m'acheter ce tableau? Ça va me permettre d'acheter de la peinture. Et oui, il faut avoir de l'audace. Pour avoir les moyens de partir en France, j'avais fait la tournée des ministères pour leur dire achetez-moi cette peinture-là. Personne n'en voulait, à part la mairie de Faa. Mais il faut oser. Oser parce que autrefois il y avait des concours de dessin et je faisais tous les concours de dessin. Et je gagnais tous les concours de dessin.
Il faut pas perdre de temps. Il faut oser. Il faut aller voir les gens. Il faut leur poser des questions. Il faut leur casser les pieds. Il faut être le premier debout et le dernier au lit. C'est ça. C'est tellement passionnant. Il faut oser. Voilà, alors sur ces bonnes paroles, eh bien, on va te libérer. Encore merci d'avoir répondu à notre invitation. Et les jeunes, notez bien, avoir de l'audace et ne pas perdre le temps. Et ce temps est pour vous. C'est le vôtre de temps.